Je pense que l'art se suffit à lui-même, que normalement, il n'y a pas besoin d'explication, mais un peu de contexte, des fois, ça aide quand même à entrer un peu dans l'univers. Pour ceux qui connaissent un peu le parcours d'Edmund, c'est un artiste qui s'est donné le droit d'être vraiment multiple et qui a 6 périodes très distinctes. La plupart sont plutôt nostalgiques, sombres, ténébreuses, profondes, et celle-là apparaît comme une sorte d'îlot de joie, un îlot complètement euphorique. Et on peut se demander pourquoi, comment ça se fait tout d'un coup qu'il y a ça que j'ai. Alors, comme souvent c'est le cas dans la vie des artistes, eh bien, c'est à cause d'une femme. Rencontre amoureuse, rencontre passionnelle qui se traduit complètement par des motifs, des couleurs, un geste très libre. Et c'est intéressant parce que ces œuvres-là, il faut savoir qu'elles ont été peintes en partie à Paris et en partie en Gaspésie. Quand il est arrivé à Paris en 1955, tout jeune artiste, très heureux d'avoir gagné le Grand Prix de la province artistique, une bourse d'études et tout, il arrive à Paris prêt à conquérir le monde. Et il fait une peinture beaucoup plus terne et sombre, un peu angoissant. Et donc, on est ravis de voir que ça s'est transformé et qu'il a mué, parce que c'est un peu ça qu'on a l'impression qu'il fait d'une décennie à l'autre. C'est comme s'il quittait sa peau, laissait un style et se laissait entrer dans une autre recherche. En faisant une analyse de motifs, on se rend compte que non, au fond, c'est quelqu'un qui a suivi vraiment son instinct et qui a été très intègre. Alors, à Paris, d'abord, parce que Edmund est en exil depuis 7 ans à peu près, quand il commence à se réconcilier avec la couleur. Et il se questionne aussi sur son exil qui dure, qui s'éternise. Et lui, comme immigrant, comme exilé, s'est dit « Qu'est-ce que je peux faire comme peinture qui me relie à mon sol? » Parce qu'il avait quand même un manque de son pays, un manque du Canada et des grands espaces Et tout d'un coup, les motifs sont apparus dans sa peinture, la couleur, et il s'est rendu compte qu'en fait, il était en train de s'approcher des motifs amérindiens, et il a vu la parenté, et il s'est dit, voilà, une peinture qui peut-être me relie à mon territoire. Et donc là, vraiment a commencé une sorte de joie complètement libératrice. Et il en parlait après, beaucoup plus tard, en disant que c'est une période où le geste était très libre et il aurait voulu retrouver ça même à la fin, alors qu'il était devenu un peintre beaucoup plus en contrôle ou voulant être en contrôle sur la matière et sur la forme et sur la couleur. Il y a beaucoup de ses œuvres qui étaient roulées et dans des boîtes comme ça, en fait. Et qui était dans sa réserve, dans le fond de son atelier, et vraiment roulé depuis 40 ans. Et donc, quand on a émis le projet avec Simon Blais de faire une exposition de la période indienne, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument aller ouvrir ces boîtes. Et là, c'était la caverne d'Ali Baba. On a ouvert et déroulé des toiles. On se rend compte qu'il a créé, c'est ça, une série de personnages. Alors ça, celle-là qu'on avait tout à l'heure devant nous, c'est la jeune Iroquoise recevant sa première flèche d'amour. Et celle-ci ici, c'est carrément Miss Canada. Alors, tout d'un coup, dans les titres, on comprend qu'effectivement, il s'est inventé une tribu, Poco. On ne l'a pas ici, mais il y en a un qui s'appelle Jacques Cartier, arrivant à Québec, voit des Indiens pour la première fois de sa vie. Ça, c'est le titre. Et donc, c'est ça. Il y a des personnages qui, tout d'un coup, l'habitent. La seule qu'on connaissait, c'est une œuvre qui s'appelle La tribu se satellise. Et la tribu se satellise, c'est ça. Et on l'a exposé à Québec l'an dernier. Et alors, il y a plein de petits tablotins satellites au tableau principal, qui est vraiment le portrait de la tribu au grand complet, avec grand chef indien et tout le monde. Je ne sais pas si Miss Canada est là. Graduellement, ce qu'on voit arriver, là, c'est comme ça que l'accrochage a été un peu pensé ici, c'est qu'au départ, on avait ces masses suspendues, des œuvres assez abstraites, et graduellement, il y a une figuration qui commence à apparaître. Et si on regarde ce tableau-là, par exemple,
Ce qui est intéressant, c'est que l'espèce de masse ovale qui était déjà là, bien, elle est ici, mais tranquillement, elle se tasse. Et il y a cette espèce de début de, on pourrait dire, un début de totem là, qui apparaît. Et ça, encore là, c'est extrêmement intéressant parce que cette disposition-là sociale, pas sociale, mais spatiale, disons, avec cette division, elle est là très, très tôt. Et elle va rester toute sa vie comme une empreinte, là, comme un fossile. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et aussi comme une division. Alors là, on pourrait se dire qu'étant lui-même divisé entre deux langues, l'anglais, le français, et c'est une division qui est marquée et profonde et qui est vraiment là et qui a même peut-être conduit à son intérêt vers le dessin et la peinture parce qu'il échappait au catalogage linguistique en faisant des images qui, pour lui, étaient des façons plus directes de communiquer. Il a eu vraiment un emballement quand il était dans cette période indienne et il s'est dit, voilà une chose que je pourrais faire pendant des années. Mais c'est un être poreux et c'est un être qui se laisse imprégner de ce qui se passe dans la vie et donc, quand il sent tous les changements sociaux, quand il sent la guerre du Vietnam, là on est en 64 pendant qu'il peint ça, il y a mai 68 qui est pas loin, qui commence à gronder. Lui s'est dit tout d'un coup, je ne peux pas rester à faire une peinture comme ça, festive, joyeuse, alors que le monde est en train de changer, que la technologie menace peut-être, en tout cas c'est comme ça qu'il le pressentait, l'homme. D'ailleurs, il avait dit en 67, un jour, nous en viendrons peut-être à être tous reliés à un immense cerveau auquel on pourra demander n'importe quoi, n'importe où, dans la rue. On sera tous reliés à cet immense cerveau. C'est quand même incroyable. Et donc, il pressentait ça et ça l'a conduit à rompre avec cette peinture-là pour s'intéresser à la technologie, pour en faire culminer ses recherches par l'introscaphe, cette espèce de sculpture habitacle où il avait l'impression qu'il pourrait peut-être créer une œuvre qui aurait plus d'impact sur le spectateur, que le spectateur devait être enveloppé, bombardé et vraiment recevoir le message que l'artiste lui proposait. Alors, ça a été toute sa vie un questionnement. La peinture a-t-elle assez de force? La peinture est-elle encore pertinente quand il y a autant d'images en mouvement, quand on est bombardé comme ça par les médias? Comment est-ce qu'on peut encore rester dans le silence de la peinture et apprécier une image, une seule, et non pas un déroulement et un mouvement? Ça, c'est le tableau. Donc, c'est un tableau qui est vraiment le point culminant de la période indienne où il a tous les motifs, il a le lac, le canot, etc. Et à la fin, il est revenu à des motifs où tout cohabite. C'est vraiment des œuvres bilans, des références à la peinture, Freud, la psychanalyse, tout danse dans cette espèce de plan unique. Moi, quand il a fait ces dernières œuvres-là, j'étais un peu secouée et je me disais, mais qu'est-ce qu'il essaie d'exprimer? Et je trouve qu'avec les 10 dernières années, où finalement le monde cybernétique, tout ce monde assez éclaté dans lequel on vit et fragmenté, commence à donner d'autres résonances à ce travail-là. Et comme souvent, on se dit, bien, les antennes des artistes sont déjà pas mal plus loin que les nôtres. Et donc, je pense que ce travail-là commence à vraiment prendre tout son sens.